À tous, donc Léo Smasinski et moi, donc Guillemette Lescure, on va vous présenter les diverses expériences qu'on a pu mener pour utiliser le BIM vis-à-vis des habitants et notamment vis-à-vis de nos clients locataires ou de nos clients acquéreurs, puisque nous sommes un bailleur social. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Alors, quelques mots rapides sur l'île Métropole Habitat. Donc, on est un bailleur social, donc on gère des logements sociaux. On gère 33 000 logements sur la métropole européenne de Lille uniquement, sur les 95 communes de la métropole européenne de Lille. Le BIM, on s'est lancé dans la démarche en phase, je dirais, de production en 2018. Avant, il y avait eu tout un travail d'assistance à maîtrise d'ouvrage et tout un travail de définition des usages au sein de la société qui avait pris 2-3 ans, ainsi qu'un travail de retour d'expérience de différents autres bailleurs et puis un peu de benchmark des solutions qui existaient. Bon, ça, j'en ai déjà parlé l'année dernière, donc voilà. Mais si vous avez des questions là-dessus, il n'y aura pas de souci à la fin de l'intervention. Donc, on a mis en place le BIM de gestion depuis 2019 et là, on est vraiment en phase de production en 2020, c'est-à-dire en phase d'intégration de notre patrimoine dans l'outil de gestion que nous avons choisi, donc, qui est Active 3D de la société Sopra Steria. Donc aujourd'hui, on a à peu près 4000 logements qui sont intégrés et l'objectif, c'est que en 2022, on puisse avoir intégré l'ensemble de notre parc. On est un peu plus lent au démarrage parce qu'il y a pas mal de problèmes qui se posent au fur et à mesure, mais voilà, on va atteindre petit à petit notre vitesse de croisière. Chaque année, donc, on a tout ce travail d'intégration, de mise en place du BIM, gestion-exploitation, qui est un travail en soi assez important. Mais on cherche chaque année à avoir un cas d'usage particulier ou à avoir un petit fil rouge sur l'année pour explorer un petit peu les diverses pistes du BIM. Donc en 2019, on avait travaillé pas mal sur l'interopérabilité entre le BIM, les études thermiques. Donc on avait regardé un petit peu comment tout ça fonctionnait dans le cadre d'un appel à projet qui avait été lancé au niveau national sur une opération. Et puis sur l'année 2020, on s'était dit ce serait intéressant de voir un petit peu comment le BIM pouvait profiter à nos clients, aux locataires, aux habitants. Comment est-ce qu'on pouvait utiliser ça, non plus tellement d'un point de vue technique, mais quelque part plutôt d'un point de vue commercial. Du coup, on a développé plusieurs axes. Donc, le BIM et la vente du patrimoine ancien. Donc, comment, puisqu'en tant que bailleur social, on est amené à vendre un certain nombre de logements tous les ans de notre patrimoine. Ces ventes nous servant à réinvestir dans du neuf. Nous, LMH, on vend à peu près entre 70 et 90 logements par an. Donc voilà, comment est-ce que le BIM peut aider à la vente du patrimoine ancien ? Le BIM et la location. Comment, dans la gestion locative, sur des produits sur lesquels on peut avoir quelquefois un petit peu de difficulté, comment est-ce qu'on peut aider l'équipe commerciale à commercialiser. Donc ça, ces 2 points-là seront présentés par Léo. Et puis, troisièmement, le BIM, dans le cadre d'un projet de restructuration. On a un projet de restructuration particulier sur la Chapelle des Locs à LM, où on vient vraiment transformer complètement les logements. Comment on aide les locataires qui vont réintégrer ces logements à se projeter, à comprendre comment ça fonctionne, et puis comment est-ce qu'on utilise le BIM aussi pour améliorer le projet, soit avec nos partenaires, architectes, villes, etc., soit avec les locataires qui peuvent aussi, quelquefois, en se promenant dans la maquette, nous dire ça c'est bizarre, ce serait mieux là, etc. Donc voilà les 3 points qu'on va vous présenter. Léo. Ça marche. Alors, dans un premier temps, je pense qu'on va peut-être un petit peu parler de la partie sur la location, ce qui concerne quand même pas mal d'opérations chez LMH. Alors ici, j'ai pris un cas d'usage parmi tant d'autres, effectivement. C'est notamment une des tours que nous avons, qui est une résidence. Donc, on parle toujours de résidence dans laquelle on a des bâtiments. Là, ici, c'est une résidence dans laquelle nous avons 3 bâtiments, mais un seul de ces bâtiments, suite à un sinistre, a fait partie d'une réhabilitation. Dans cette réhabilitation, à la suite de cette réhabilitation, qui est très récente, il était important d'y apporter en fait un petit plus pour pouvoir louer certains types de nos logements.
Donc ici, les aviateurs, ce sont des tours d'une résidence qui sont présents dans le centre-ville de Roubaix, dans lequel, pour une des tours notamment, nous avons la tour concernée en particulier, nous avons plus ou moins 110 logements qui concernent ce patrimoine. Derrière plusieurs typologies, c'est important de le spécifier. On a des typologies là ici qui vont du type 2 au T5, où notamment on a des typologies qui sont un tout petit peu plus faciles à louer, de par leur taille, leur aménagement, etc., ou l'intérêt des familles, ou alors des typologies, dans l'inverse, qui sont, comme on le disait tout à l'heure, un peu plus difficiles à louer. Et c'est là où nous, notre outil va intervenir, contrairement à la partie vente. Là où on va voir un petit peu le distinguo par la suite, c'est ça. Donc ici, à la fin de l'opération, on a eu un cliché qui nous a été envoyé notamment par une personne qui était sur place, qui est responsable commercial au niveau des locations, dans lequel on a un cliché qui nous est envoyé, que nous, on reprend via une maquette qui nous est fournie. Donc les plus perspicaces vont remarquer plus ou moins dans la philosophie de la perspective 3D que c'est le logiciel Twinmotion qui a fait partie de nous, de notre intérêt. Alors il y en a énormément derrière de logiciels qui permettent de faire du rendu virtuel. Nous, c'est ce choix-là qui nous a été proposé et qui nous semblait le plus efficace de par sa rapidité, la connaissance en interne, qu'on avait déjà un petit peu du logiciel, et surtout le temps d'exécution. Alors, ce pas des vues qui sont, dans un premier abord, extrêmement bien détaillées par rapport à d'autres logiciels, mais ce sont des vues qui sont déjà très performantes en termes de rendu, qui sont déjà très parlantes et qui prennent pour nous peu de temps de réalisation. Donc il y a bien évidemment des différences qui existent au niveau de la réalité et du virtuel. On voit la photo, on a l'impression que c'est un petit peu plus étroit, alors que sur la vue, je dirais, virtuelle, on a plus l'impression d'avoir quelque chose d'élargi. Et c'est là tout le but justement de cette conception, c'est de se dire, tenez, regardez dans un premier abord ce qu'on est capable de faire avec ces espaces. Donc ça fait partie de nos objectifs, c'est de partir d'une photo qui ne sera pas forcément toujours présentée au locataire et de dire, regardez comment vous pouvez vous projeter dans cette location. Donc, par la suite. Donc, on est en mesure de tirer des petites vidéos, hein, c'est rapide, qu'on peut fournir aux locataires, qu'on peut visualiser, notamment parfois aussi sur certains réseaux sociaux que l'on diffuse assez bien. Ça permet déjà à un locataire de pouvoir voir un petit peu les typologies qui pourraient l'intéresser. Un locataire qui cherche un T2, un T3 sur lequel on va avoir plus de difficultés, il va déjà avoir un premier aperçu de ce qu'on est en mesure d'avoir. Donc, nous, on récupère effectivement notre première maquette 3D qu'on retransfère vers Twinmotion, qui nous permet d'obtenir, après un petit travail graphique, des rendus qui offrent justement cette projection. Donc alors, les objectifs dans la partie locative, on verra un petit peu à la suite avec le pitch de la partie vente, c'est déjà de faire connaître le patrimoine, c'est-à-dire on va exposer à plein jour le patrimoine que l'on a via des courtes vidéos. Ça permet de marquer un petit peu plus, d'intéresser l'œil et de voir un petit peu les aménagements qui peuvent possiblement être utiles et potentiellement loués par de futurs locataires LMH. Une présentation visuelle, voilà, ça parle à tout le monde, c'est ce qu'on vient de voir au premier abord. Et ça permet surtout de donner une idée des volumes dans un premier aperçu. Est-ce qu'on peut mettre son canapé ici? Est-ce qu'on peut mettre sa télé là? Même nous, on s'est rendu compte en interne que parfois, effectivement, le canapé qu'on avait placé et qu'on pensait très loin de la télévision est collé à la télévision, que l'appareillage, notamment les prises ou les prises RJ45 qui sont mis dans un logement, sont positionnés à tel endroit, comment est-ce qu'on va pouvoir se débrouiller pour aménager l'intérieur? C'est un petit peu du homestaging, entre guillemets, mais qui permet surtout à un futur locataire de simplement se projeter. Alors, la comparaison maintenant ici, c'est sur une partie de vente plutôt. C'est aussi l'une des je dirais pas tâches, mais l'une des actions qu'il y a chez Lille Métropole Habitat, dans lequel où effectivement du patrimoine un peu plus ancien, où certains types de patrimoine sont vendus au public. L'objectif ici, c'est de vous présenter une résidence dans laquelle on a eu un cas d'école, où on va voir un petit peu, plutôt que d'imaginer les volumes, c'est aussi pouvoir se projeter, mais dans un angle un peu plus différent. Donc ici, sur la résidence que je vais vous présenter, c'est une résidence qui se situe à Villeneuve-d'Ascq,
je pense que vous connaissez peut-être, qui est la résidence Triolo, donc résidence tennis, qui est une résidence qui a grosso modo à peu près 300 logements dans l'ensemble de la résidence, au centre-ville de Villeneuve-d'Ascq, évidemment. Plusieurs typologies du T2 au T6, c'est important de le signaler puisqu'on ne va pas vendre toutes les typologies d'un coup. Et c'est là où, contrairement au service locatif, on va travailler avec le service vente de chez Lille Métropole Habitat. Et eux vont nous demander, vont nous remonter des informations, notamment, on n'arrive pas forcément bien à vendre tel type de logement puisqu'il y a certains paramètres qui ne sont pas arrangeants. Eh bien, ils vont nous demander de travailler sur plusieurs typologies et de proposer des alternatives à ces typologies de façon à aider le futur acquéreur à se projeter. Donc, c'est là l'importance de la chose. Contrairement à la partie locative, c'est d'aider quelqu'un qui va peut-être investir potentiellement pour y vivre ou pour peut-être le louer, de se projeter. Et en une seule typologie, on va proposer 2 opérations, entre guillemets. Donc, une image rapidement qui parle. Alors, je vous expliquerai, il y a des choses un peu plus complexes que l'on réalise. Mais je pense qu'en termes de cas de figure, c'est assez intéressant et visuellement parlant. Ici, on a une typologie T4, ce que l'on appelle, entre guillemets, de notre côté, un faux T4, puisqu'on a effectivement 3 chambres qui sont proposées, mais on a l'une de ces chambres qui a notamment un accès un peu plus proche de la pièce à vivre, qui entame un petit peu le salon. Le salon est un peu étroit, puisqu'on a dû créer une pièce un peu à l'écart. La pièce est ouverte. Donc, c'est ce qu'on appelle justement un faux T4, puisque ce n'est pas réellement une chambre, mais plutôt une pièce supplémentaire à vivre, de par ses surfaces et de par ses contraintes. Donc, notamment, nous, on propose une de ces alternatives, c'est de dire, bêtement et simplement, pourquoi ne pas supprimer une cloison en vérifiant que cette cloison n'est pas une cloison porteuse, évidemment, que ce n'est pas un mur porteur. Et puis, ça nous offre la possibilité d'agrandir un séjour et de proposer, certes, plus un T3, un grand T3, mais avec une pièce à vivre agréable et des choses qui permettent de se projeter plus loin. Là, c'est la partie technique où ça demande un peu de chargement puisqu'il y a des vidéos de comparaison. Mais voilà, la racine de la chose, c'est quand même de... Alors, on a des projets qui sont plus ou moins similaires, hein, puisque on a des aménagements à reproposer, on a du patrimoine bien plus ancien, du patrimoine... donc là, on peut le voir, hein, c'est la même pièce avec un aménagement un peu différent, comme je parlais tout à l'heure du homestaging, c'est à peu près ça. Où on propose aussi l'aménagement de futures cuisines qui ne sont actuellement pas présentes. Mais pourquoi pas l'aménager de cette façon-là, de manière à correspondre au futur acquéreur un appartement de ce type-là. Donc là, on va voir qu'on a les chambres qui nous sont présentées. À gauche, bien évidemment, là, on a tout le temps quelque chose de très similaire. Mais effectivement, la chambre 3, dans la future typologie, n'existera plus. Et on va pouvoir constater là sur la gauche qu'on a l'accès en fait au salon qui existe. Et c'est plus une chambre qui avait des surfaces beaucoup trop étroites pour être réellement une chambre. Donc là, c'est un des exemples, mais on a des exemples plus parlants et plus intéressants pour quelqu'un qui décide d'investir, d'acheter, où notamment on va avoir une typologie d'une maison beaucoup plus ancienne sur laquelle il y a eu des aménagements intérieurs qui ont changé au cours de la vie de la maison et qui actuellement se retrouvent dans des agencements qui ne plaisent pas à tout le monde, du style une chambre qui donne accès uniquement à la cour, etc. C'est des choses qui, de manière pratique, ne sont pas très utiles. Et nous, on va prendre un petit peu de temps pour réaménager via Revit, notamment l'intérieur de cette maison. Hein. C'est un petit peu vraiment de l'aménagement simple, hein, sur lequel on respecte les surfaces et on propose cette alternative. On propose l'alternative de dire, regardez, vous pouvez retrouver votre chambre à tel endroit, etc. On garde les mêmes critères, la même taille de maison, sauf que une chambre de 11 mètres carrés, c'est quand même plus agréable par rapport à une chambre de 5 mètres carrés. Et voilà, on permet aux gens de se projeter. Donc, on propose, comme on a pu le voir, des alternatives existantes. Ça nous permet vraiment de... Alors, il y a 2 écoles au point de vue de la vente, c'est de dire soit on les présente avant de visiter le logement pour permettre au futur acquéreur de se donner une perspective, soit on le présente pendant la visite parce que ça va permettre au futur acquéreur de se dire j'ai vu, ça ne m'intéresse pas, mais on a une option qui vous permet de peut-être vous projeter dedans. Donner une idée des volumes, ça c'est exactement pareil pour la partie locative. C'est vraiment retrouver, est-ce qu'on peut mettre un canapé à tel endroit, une table, aider à se projeter, ça je pense que c'est évident. Et enfin, une chose qui est intéressante sur la partie vente, c'est budgétiser les travaux.
C'est-à-dire que là, pour une cloison, c'est pas très coûteux, je suis d'accord avec vous. Mais quand on commence à réaménager l'intérieur, est-ce qu'on va devoir déplacer des canalisations? Est-ce qu'on va devoir garder les mêmes gaines techniques où elles sont, etc. Nous, notre but, c'est de diminuer ce budget, de le garder très proche de la réalité, très proche d'un investissement qui est parfois pas très énorme. Et nous, le but, c'est de rester sur une fourchette d'investissement concrète. On ne va pas dépenser 80 000 euros de travaux dans un investissement à 90 000 euros. C'est à peu près l'objectif. Et ça nous permet vraiment d'avoir cette échelle de prix en fonction du futur aménagement. Ouais. Alors le cas d'usage suivant concerne le cas d'usage d'une réhabilitation. Donc une réhabilitation un petit peu particulière, puisque en fait on est plus proche vraiment d'une restructuration. Donc il s'agit d'un quartier ancien, un ancien quartier de maisons ouvrières qui est situé à Helem, qui était lié à la présence de l'entreprise Fiscaille il y a quelques dizaines d'années de ça. Donc on y a 386 logements qui sont configurés en fait sur des blocs de 4 logements à chaque fois. Et aussi 300 jardins. Vous pouvez voir la petite photo aérienne un petit peu modélisée sur la gauche. Donc c'est vraiment un grand ensemble qui fait l'objet donc d'une réhabilitation importante, puisque ce sont des logements qui à l'origine ne disposaient pas de salle de bain, dans le cadre évidemment du rachat de ce patrimoine qui avait eu lieu il y a une quarantaine d'années. Des salles de bain avaient été posées en applique sur la façade extérieure, mais bon, voilà, avec du coup une pérennité assez faible et aujourd'hui de gros problèmes techniques liés à ces salles de bain qui venaient en applique, sur lesquelles on avait des fuites, etc. Et donc un problème d'habitabilité et un problème de logement qui était très petit. Donc vraiment, quand on a réfléchi à cette réhabilitation, on s'est dit qu'il fallait vraiment voir les choses au-delà d'une simple réhabilitation thermique et vraiment travailler sur une restructuration. L'autre chose d'ailleurs qui nous a poussé à faire ça, et que c'était des logements avec des typologies extrêmement homogènes. Et notre objectif a aussi été, au travers de cette restructuration, de pouvoir proposer notamment un certain nombre de grandes typologies pour permettre aussi d'accueillir des familles, puisqu'on était jusqu'à présent plutôt sur du T2 ou du T3. Donc voilà, donc on a retravaillé l'ensemble de ce bâtiment. J'oublie de dire que ces bâtiments ont la particularité, vous voyez qu'il y a des toitures de pente, donc il y avait des combles qui étaient des greniers et qui étaient du coup pas du tout, enfin qui étaient utilisés comme greniers, mais qui n'étaient pas du tout utilisés comme logement. Donc notre idée a été aussi de valoriser cet espace sous toiture et carrément d'en faire des logements. Ce qui n'est pas quelque chose de très facile à appréhender quand on voit l'état dans lequel c'est aujourd'hui. Et donc, c'est là où on s'est dit que le BIM pouvait nous aider à faire que les locataires se projettent dans leur futur logement et comprennent un petit peu comment nous allions restructurer tout ça. Je vous précise aussi que cette opération fait partie de Lille World Design Capital. Donc, il y a un POC, un Proof of Concept qui est développé sur le site avec cet objectif de montrer en quoi une réhabilitation, une restructuration peut venir apporter un plus aux habitants, peut venir développer un habitat beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus adapté aux besoins et répondre à un certain nombre d'objectifs des ménages en place et aussi à des objectifs, comme je disais, urbains un peu plus généraux en termes de mixité sociale et générationnelle aussi. Voilà. Voilà. Alors, du coup, on a modélisé l'ensemble, on travaille avec Eiffage sur cette opération. L'ensemble de la résidence a été modélisé en BIM sur Revit. Et comme on avait vraiment ce travail qu'on souhaitait faire avec les habitants, on a travaillé en partenariat avec une société qui s'appelle BIMscreen et qui a la particularité de proposer de la visualisation en 3D immersive, donc à l'échelle 1, avec un matériel assez simple, puisque c'est juste une valise. Donc vous la voyez, je pense que le pointeur marche. On ne peut pas faire défiler, mais le pointeur, il marche. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez la valise ici, donc ici aussi. Donc c'est vraiment une petite valise qui est posée au sol, dans laquelle il y a vraiment tout ce qu'il faut pour visualiser. Et puis juste des lunettes 3D, donc par rapport à d'autres systèmes où on doit avoir des casques, etc., ça peut être un peu plus compliqué, avoir des fils dans lesquels on s'entortille. Voilà, donc là c'est un dispositif assez simple qui peut être déployé un peu partout. Là on était dans le logement témoin.
À partir du moment où on a un mur, ça suffit. Et donc, on a pu du coup projeter aux locataires, notamment la visualisation du fameux T3 sous comble, qui est pour le moment un grenier, qui n'existe pas, pour leur dire, voilà, demain, à quoi va ressembler ce logement. Alors du coup, tu peux peut-être avancer. Voilà. Ça, je vous propose de le découvrir, vous, comme les locataires l'ont découvert, sauf que vous ne serez pas immergés, vous allez juste le voir, vous ne serez pas à l'échelle 1 sur 1. Donc voilà, Beamscreen, lui, travaille avec un moteur de jeu, Unity 3D, qu'il utilise pour texturer le logement. Hein. Ça, c'est de la même façon qu'on peut le faire avec Twinmotion. Il l'utilise aussi pour éclairer et éventuellement il peut aussi remodéliser un petit peu s'il y a des petites choses à changer. Et le mobilier qui est intégré a été intégré via SketchUp. Donc, c'est les deux logiciels qui sont utilisés pour faire ça. Et donc, l'intérêt, là, évidemment, on ne pouvait pas le faire parce que, il aurait fallu les faire venir et il aurait fallu avoir assez de lunettes pour tout le monde. Mais l'intérêt, c'est qu'on a les lunettes et qu'on se balade, on voit les choses à l'échelle 1 sur 1. Et donc, pour des gens, ça peut être assez intéressant. Donc, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Ça nous a apporté des petites améliorations. Par exemple, on s'est rendu compte, chose qu'on n'avait pas forcément vu, qu'on avait une dizaine de centimètres d'écart entre la baignoire et le mur de la salle de bain. Donc, on a demandé à ce que tout ça soit rempli pour éviter que ça pose des problèmes. Et ça nous a aussi aidé. Ça nous a fait déplacer une porte puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait un problème de meublabilité pour rejoindre un peu ce que disait Léo. Sur une porte d'entrée dans le séjour qui n'était pas placée au bon endroit. Voilà. Et enfin, on a aussi quelque part utilisé cela pour convaincre la mairie de Lille et d'Elem, en l'occurrence, du bien fondé de ce logement, en leur montrant que on avait des volumes et on avait un espace qui était suffisant, qu'on n'était pas dans quelque chose d'étriqué, qu'on se tenait largement debout, qu'on avait des vues et qu'on était dans des logements d'une bonne facture, même si entièrement sous comble. Ce qui n'était pas, il y avait des a priori forcément sur un logement entièrement sous comble. Et finalement, ça nous a permis d'avancer, de proposer ce projet et de le faire valider et d'avoir le permis de construire, ce qui est toujours mieux. Léo, tu peux avancer. Donc l'intérêt pour le bailleur là-dessus, et c'est vrai aussi d'ailleurs pour la location, c'est la communication externe et la force de conviction, c'est-à-dire que quand on montre ça, c'est vrai qu'on aide les gens à se projeter. Et puis, comme je l'ai dit, vis-à-vis de la mairie de Lille, on peut convaincre aussi des partenaires de l'intérêt de faire telle ou telle chose parce qu'on se rend mieux compte de ce que ça donne et on peut sortir d'un certain nombre d'a priori. On améliore le projet, je vous en ai parlé, il y a eu les portes, il y a eu les vis-à-vis, ça je vous en ai pas parlé, c'est vrai que sur les T3 sous comble au départ, alors en fait on a des Velux, donc déjà on a repositionné les Velux pour les rabaisser un petit peu, notamment pour permettre à des enfants d'avoir une vue sur l'extérieur, donc ça on a vraiment pu regarder ce que ça donnait, on peut se mettre à hauteur de vue, donc on a pu se mettre à la hauteur de vue d'un enfant pour voir un peu ce que ça donnait et leur éviter d'avoir une impression un peu de claustrophobie. Et on a aussi déplacé les fenêtres en pignons, du coup, puisqu'on a des pignons qui sont en regard. Et on s'est rendu compte, grâce à la maquette 3D, dans les premières esquisses, qu'on avait un gros vis-à-vis. Donc, on a décalé un petit peu la fenêtre du pignon à gauche, celle d'en face un petit peu à droite, pour éviter d'avoir ces vis-à-vis importants. Donc, voilà, c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément perçues, je pense, si on était resté sur du plan. Et là, le fait non seulement d'avoir de la 3D, mais en plus de se balader dans le logement, ça nous a permis de travailler sur ces points-là. Alors, attends, je vais pas. Le troisième point important, c'est l'image de marque du bailleur. Donc ça, c'est notamment vrai pour ce qu'on a fait sur la vente, puisque on a participé au salon Immotissimo et qu'on était les seuls à pouvoir proposer comme ça de la visualisation 3D sur du patrimoine ancien. Donc c'est vrai que ça donne un plus en termes de commercialisation. Et d'ailleurs là, on va aussi participer au salon immobilier virtuel qui va se tenir fin novembre. Voilà, grâce à ça. Il y a un coût très réduit dès qu'on a une maquette numérique. Hein, Léo en a un petit peu parlé. C'est vrai que Twinmotion, c'est un logiciel qui coûte vraiment pas cher.
et puis le temps pour réaliser une vidéo ou pour réaliser comme ça un texturage et mettre un petit peu de mobilier, ça se fait relativement rapidement. Donc voilà, c'est aussi intéressant. Et puis voilà, une facilité de production, c'est-à-dire qu'on peut on peut répondre relativement vite à des sollicitations, que ce soit de la gestion locative ou que ce soit de la vente. Voilà, donc ça c'est aussi un intérêt important. Voilà. Je pense qu'on a fini, donc voilà. Donc si vous avez des questions, on est à votre écoute. Ouais. Comme d'habitude, la première question. Alors, est-ce qu'on a des volontaires pour poser la première question? Sinon, on passe à la deuxième. Hein, ouais. Je garde. Ah oui, effectivement. Oui. Est-ce que du coup, vous avez des chiffres sur le fait que ça a accéléré peut-être le processus de vente par rapport au ratio moyen que vous aviez de commercialisation? Est-ce que du coup, le fait d'avoir présenté ça, notamment à Imatissimo, ça a eu des vertus d'accélération au niveau de la commercialisation? Ou c'est trop tôt peut-être? Bah oui, c'est encore un peu trop tôt parce que Imatissimo, c'était quand même toute fin septembre, donc j'avoue que là, c'est un petit peu trop tôt pour savoir. En revanche, ce qu'on fait, mais ça, c'est une question très intéressante et on est attentif à ça. On a débriefé avec les commerciaux déjà pour savoir un petit peu comment les clients avaient reçu les choses. C'est pour ça que Léo disait qu'il y avait eu deux façons de faire. Il y a des commerciaux qui ont présenté ça de prime abord pour dire voilà à quoi ça ressemble, etc. Il y en a d'autres qui ont eu peur de créer une déception. Donc, on préférait emmener les gens sur place et leur montrer sur place la visualisation 3D pour dire voilà, vous voyez comme c'est. Et ben voilà, si vous aménagez un peu, si vous faites ceci, cela, vous voyez ce que ça peut devenir. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important pour nous, c'était l'appropriation par les commerciaux de ça. Mais on n'a pas encore, voilà. Alors moi, je vais poser une question. C'est quoi la prochaine étape du numérique pour vous aider dans votre quotidien? En fait, alors la prochaine étape, voilà, le programme 2021 en avant-première. Non, ça va être le travail avec les chargés d'opération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le BIM de gestion, il a commencé à rentrer un petit peu dans les pratiques. On a un accompagnement de toutes nos agences de terrain, donc on va les voir régulièrement pour savoir si tout fonctionne bien, pour avoir leur retour, pour leur expliquer les nouveautés, etc. Donc ça, ça se met en place petit à petit. Mais là, ce sur quoi on souhaite travailler, c'est vis-à-vis plutôt des chargés d'opération en construction et en neuf. Donc, comment s'approprier le BIM, on a déjà commencé, on a fait un petit séminaire là-dessus pour lister un certain nombre de cas d'usage qui étaient particulièrement intéressants pour eux. Il en est ressorti un certain nombre de choses vraiment intéressantes. Donc, on a des éléments sur, évidemment, la qualité, c'est-à-dire comment pouvoir plus facilement analyser une maquette et savoir si elle répond là plutôt à notre cahier des charges fonctionnelles. Prendre un exemple, est-ce que les chambres font bien toutes plus de 9 mètres carrés? Est-ce qu'on a des celliers? Est-ce qu'on a des douches dans les T2, des baignoires ailleurs? Enfin bref, un certain nombre de prescriptions. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui est importante pour eux et qui, je pense, pourra améliorer les choses, c'est être en capacité de générer, on en a parlé tout à l'heure, des BCF, c'est-à-dire être en capacité de commenter directement la maquette pour faciliter les échanges avec la maîtrise d'œuvre. Et une troisième chose est de pouvoir mieux estimer le coût d'un bâtiment avant l'appel d'offres, chose qui est très problématique aujourd'hui. On a d'énormes différences entre les estimations qui sont faites et puis les coûts qu'on a après appel d'offres. Donc, c'est en quoi la maquette, au travers de quantitatifs plus précis, etc., va nous aider à ça, va nous aider à mieux estimer les choses au départ et va nous aider aussi à pouvoir interroger les offres que l'on reçoit en disant sur tel composant, pourquoi votre coût il est plus cher qu'on avait estimé? Est-ce que de pouvoir vraiment pouvoir rentrer plus précisément dans les détails. Et voilà. Donc ça, c'est un peu les cas d'usage, je dirais, principaux
qui ont été déterminés avec les chargés d'opération. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler pour, dans l'idée d'intégrer vraiment le BIM dans nos pratiques. C'est bien ça, cette idée, et c'est une part très, très importante de notre travail. On passe de nombreuses heures à former nos collègues, à faire des ateliers en amont pour déterminer les besoins, et puis à paramétrer. Faut savoir que tout ce qu'on a mis en place en termes de BIM, on a fait, alors vous savez, en informatique, on recette. Une fois qu'on a paramétré un logiciel, on le recette, c'est-à-dire qu'on le récupère et on regarde s'il répond bien à ce qu'on avait demandé. On a fait des recettes collectives à chaque fois, donc avec les utilisateurs. Donc des recettes très élargies pour qu'ils puissent eux-mêmes tester, ils puissent eux-mêmes faire leur remontée de choses qui n'allaient pas, etc. Et on a en plus, par ailleurs, on fait SAV, donc on retourne les voir régulièrement pour que les choses rentrent. Enfin, il y a vraiment un travail de pédagogie qui est nécessaire parce qu'on est dans des process nouveaux, et sinon le risque, c'est que ce soit laissé sur le côté au profit des pratiques habituelles, ce qui est tout à fait humain, mais ce qui serait dommage au regard de tout ce que ça peut apporter aujourd'hui. Comment aujourd'hui vous faites le lien entre ce que vous présentez là et toute la partie gestion derrière, qui est une grosse composante de votre métier au niveau du BIM? C'est par l'IFC, c'est par... Ouais, en fait, le lien, c'est la maquette. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au travers, on voit que l'objet maquette, il peut servir à plein de choses. Donc, l'objet maquette, il est d'une part intégré dans notre système de gestion, et il va nous servir à faire de la gestion, de la maintenance, etc. Mais on peut aussi l'extraire et s'en servir pour faire facilement une visualisation 3D qui va nous servir plutôt à des fins commerciales. Voilà. Alors après, pour d'autres paramètres, on a aussi ce souci-là. Donc parfois, on n'intervient pas forcément sur la visualisation 3D. L'exemple de BIMscreen notamment, là, ce n'est pas nous qui avons réalisé ce visuel. Cependant, lui, il fonctionne avec soit un format IFC, effectivement, soit il nous demande en retour, via quelques biais, de le communiquer sous des formats SBX, etc., ce sur quoi les personnes un peu tournées plus vers le graphisme ont tendance à travailler. Donc c'est un peu le pignon, mais généralement, je dirais que soit on utilise dans certains cas l'IFC si on n'a que ça, soit généralement quand on retravaille sur une maquette comme là pour les présentations visuelles pour de la location ou de la vente, là on travaille généralement sur le logiciel natif, à savoir dans notre cas, nous, c'est Revit. Du coup, pour préciser, on demande à chaque fois, quand on nous livre une maquette, d'avoir et le format natif et le format IFC pour pouvoir jongler entre les deux, on va dire. Et justement, votre retour d'expérience avec les intervenants sur chantier en restructuration ou en neuf, les intervenants externes? Les intervenants externes, vous voulez dire l'entreprise qui... Oui, c'est ça. Alors là, il s'avère qu'on travaille avec Eiffage, donc c'est relativement facile parce qu'ils sont très, très moteurs, ils sont très avancés sur le BIM, ils sont très preneurs. D'ailleurs, là, je vous ai montré les photos de la présentation au locataire, mais ils ont aussi chaussé les petites lunettes et ils se sont amusés à rentrer dans la maquette en version réelle. Donc, non, ça se passe très bien parce qu'on a une entreprise qui est déjà, encore une fois, complètement lancée dans le BIM, complètement acculturée et qui est même plutôt force de proposition. Comme je disais tout à l'heure au déjeuner, là où c'est un petit peu plus problématique et où on a vraiment des pas à faire, c'est quand on est encore d'états séparés, sur des chantiers plus petits. D'ailleurs, nous, on ne demande pas de maquette BIM sur des opérations de moins de 25 logements, parce qu'on voit bien que c'est quand même assez compliqué, quoi. Et aujourd'hui, alors j'espère vraiment que ça changera, que les choses évolueront, mais aujourd'hui, on voit que sur des opérations plus petites, en fait, on a malheureusement, il est plus efficace en fait d'aller les modéliser a posteriori sur la base des fichiers DWG qu'on peut récupérer, que de demander d'avoir un process BIM tout au long de l'ouvrage. Voilà. Chose qui est pas suffisamment dans les mœurs des entreprises, en tout cas qu'on touche sur ce type de marché-là. Donc, on a des entreprises qui ne savent pas, donc on prend le risque soit d'avoir des marchés infructueux, personne ne répondra, soit d'avoir en fait ce qu'on voit assez souvent dans ces cas-là, c'est que cette partie-là, elle est sous-traitée à des gens qui ne font que du BIM. Bon voilà, mais avec dans ces cas-là, en fait, assez souvent, on a une livraison d'une maquette qui est prévue à la fin, une seule maquette DOA.
Bon, et du coup, on se retrouve à payer très cher des choses qu'on pourrait avoir pour beaucoup moins cher. Donc voilà. Plus de questions? Ah. Juste une petite question. Vous parliez tout à l'heure d'Active 3D. Quels sont votre retour d'expérience et vos cas d'usage, surtout utilisés avec ce logiciel-là? Comment vous mettez ça en forme et quelles sont, je dirais, vos pratiques de tous les jours avec un logiciel de patrimoine comme Active 3D? Alors, sur Active 3D, alors là, je peux y passer 2 heures, hein, mais... Donc, sur Active 3D, les cas d'usage, donc on avait ressorti en allant voir les différents collaborateurs de LMH concernés. C'était en fait le premier cas d'usage, ça a l'air bête, hein, mais c'est vraiment ça. C'est l'information sur le parc, la connaissance du parc. Voilà, savoir si est-ce que j'ai 3 marches pour arriver dans mon hall ou est-ce que je les ai pas. Est-ce que ma baignoire elle est comme si elle est comme ça. Est-ce que j'ai, enfin voilà, c'est vraiment la connaissance du parc. Donc le cas d'usage majeur, il est vraiment lié à ça. Puisque ça va nous permettre à terme en fait d'avoir vraiment la connaissance exhaustive de tout notre parc, alors qu'aujourd'hui même d'un point de vue plan, c'est une connaissance qu'on n'avait pas. Voilà. Et avec un moteur de recherche qui est assez intéressant, puisque voilà, on a tout est classé, tous les plans et puis ensuite tous les documents sont classés sur une entrée patrimoniale, donc ce qui est aussi très utile. Donc alors voilà, donc la connaissance du bâtiment, premier cas d'usage. Deuxièmement, toute la documentation technique liée au parc. Deuxième cas d'usage. Donc aujourd'hui, tout est complètement dispersé dans les fichiers Excel, un peu partout. Voilà, bref. Donc on arrive à retrouver quand il y a un problème. Voilà, on y arrive, mais bon, ça prend un peu de temps, ou voire beaucoup de temps, de l'énergie, etc. Donc là, dans Active 3D, encore une fois, on a une entrée par résidence et on peut y retrouver des documents, on peut y retrouver aussi bien le permis de construire, on peut y retrouver tout ce qui va nous servir, tous les exés par exemple qui vont pouvoir servir si jamais il y a une déo, on va pouvoir y retrouver voilà, un devis, voilà. Mais ça va être classé au lieu d'être dans un répertoire machin sous un nom bizarre que tout le monde aura oublié dans 6 mois, c'est classé sur la résidence et donc on sait ce que c'est. Et de la même manière, puisque donc en cas d'usage, troisième cas d'usage, on est en train de le mettre en œuvre, c'est la programmation de travaux. On y intègre, il y a un onglet en fait, donc chaque résidence, voilà, ça se présente avec une fiche résidence et il y a plusieurs onglets. Il y a un onglet de demande de travaux. Donc chaque agence va être en capacité de générer une demande de travaux en disant alors de travaux, je m'entends, hein, c'est-à-dire pas les petits travaux que les agences gèrent toutes seules, ça, elles se débrouillent, mais plutôt des travaux d'une certaine importance, de type gros entretien ou de type vraiment investissement. Donc là, elles vont en capacité de dire là vraiment la toiture, c'est plus possible. J'ai dépensé 12 000 euros cette année en entretien courant, ça fuit partout, il faut faire quelque chose, etc. Et donc, on pourra avoir le suivi de ces demandes de travaux jusqu'à leur acceptation, leur inscription au budget, ensuite leur réalisation. Donc, on aura tout ça. Et donc, on aura aussi, comme je l'ai expliqué, toute la gestion des équipements. Voilà, à savoir que quand une commande sera passée sur la douche, on saura que la douche, elle a été remplacée le 26 octobre 2020. Donc, c'est un peu ça les différents cas d'usage. L'avantage alors, un retour d'expérience. Alors, le logiciel, il a ceci de très intéressant, qu'il est très paramétrable. Donc, on peut, en fonction, il y a des tas de choses qu'on peut faire. On peut aussi gérer les consommations. On peut gérer vraiment des tas et des tas de choses. Donc voilà, et on le paramètre de façon relativement souple. Donc ça, c'est très bien. Un des points qui nous l'a fait choisir aussi, qui était pour nous vraiment un incontournable, c'est qu'il est bien compatible avec de l'IFC. On n'est pas dans des bibliothèques propriétaires, on n'est pas dans des choses. On est vraiment, voilà, on y intègre de l'IFC, etc. Ensuite, pour ce logiciel-là, mais comme pour les autres logiciels de gestion de parc en BIM, faut pas négliger quand même l'interopérabilité, elle ne va pas de soi. Voilà. Donc, c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre. Nous, on a commencé à intégrer nos maquettes début 2020. On n'est toujours pas dans une stabilité, si vous voulez, parce qu'il faut que les données communiquent du logiciel Active 3D au logiciel ICOS. Alors, je dirais que ça marche pour 90% des données, mais il y a encore des petites choses sur lesquelles il faut qu'on ajuste. Donc, il y a une période, en fait, de mise en place qui est relativement longue.
voilà, qui se fait un peu par itération. Il ne faut pas croire qu'on va arriver comme ça, qu'on aura pu bien tout penser avant et que tout va bien se passer pour tout. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans ce domaine d'itération. Donc, on apprend en faisant, on intègre une maquette, bon, voilà, ça se passe bien. Une autre, on a des retours sur tel et tel équipement, voilà, on se rend compte de choses, etc. Et petit à petit, bon, voilà, là, on commence à avoir moins de problèmes. Mais voilà, je dirais qu'il y a bien 9 mois à 1 an pour que les choses commencent à circuler correctement. Et ce sur quoi aussi j'ai insisté depuis le début, quand j'ai pris la responsabilité de cette mission sur le BIM, c'est que c'est beaucoup de données. Chez LMH, on a 4 millions d'équipements, pour vous donner une idée. Et donc, il faut des gens pour gérer cette donnée. C'est-à-dire, c'est pas un projet où on se dit, voilà, à un moment, ça va s'arrêter. Les 33 000 logements, ils sont intégrés, c'est bon. L'équipe BIM, au revoir, et on n'en a plus besoin. C'est pas vrai. D'abord, il y aura toujours des choses à faire avec le BIM. Ça, on en trouvera toujours, et il y aura toujours des cas d'usage nouveaux à investiguer. Et deuxièmement, on a toute cette dimension de gestion de la donnée qui doit être assurée. Et il doit toujours y avoir ce contrôle, il doit toujours y avoir des process de contrôle de données pour s'assurer que la donnée est bien juste, et voilà, et qu'on a quelque chose qui est opérant pour ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Ben voilà, la journée s'achève sur ce retour d'expérience. Je vous remercie pour votre présence, votre implication toute la journée. Et puis, rendez-vous l'année prochaine, si tout va bien.